J'ai commis l'irréparable, parce qu'elle réussit mieux que moi. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je finirais par envier quelqu'un au point de lui nuire. Depuis l'enfance, j'ai toujours été considérée comme une personne plutôt sociable, tranquille, et pas du genre à chercher les ennuis. Mais la vie est parfois pleine d'événements inattendus. Et il suffit d'un grain de jalousie pour détruire tout ce qu'on a de bon en soi. J'ai grandi en Afrique de l'Ouest, dans une famille modeste mais relativement unie. Mes parents n'étaient ni riches ni pauvres. Ils travaillaient dur pour subvenir à nos besoins, et je les respectais beaucoup pour ça. Au quartier, j'ai rencontré ma meilleure amie. Nous étions toutes deux très jeunes, à peine adolescentes, quand nous avons commencé à traîner ensemble. Les gens nous prenaient souvent pour des sœurs, tant nous étions inséparables. Nous avions à peu près le même âge, les mêmes goûts musicaux, le même style vestimentaire. On partageait nos secrets, on révisait parfois nos leçons ensemble, on riait de tout et de rien. Plus tard, nous sommes devenus jeunes adultes, nous avons eu la vingtaine, et c'est là que nous avons nourri ce grand rêve. Entreprendre et gagner notre vie par nos propres moyens. Toutes les deux, nous avions un esprit d'hustle. On voulait réussir, prouver qu'on n'avait pas besoin d'être issu d'une famille riche pour faire fortune. Mais nous n'avions pas un sou. Alors nous avons eu l'idée de faire un emprunt. L'époque et l'économie de notre pays n'étaient pas simples, mais nous avions bon espoir de pouvoir rembourser. Chacune avait son projet. Moi, je rêvais d'ouvrir une boutique de vêtements et d'accessoires. Je voulais y vendre des articles de mode, des sacs, des chaussures, bref, un petit business de boutique. Tandis que mon amie, elle, son dada, c'était la cuisine. Elle avait ce don pour confectionner des gâteaux, des friandises, des spécialités locales, tout ça avec une finition impeccable. Une fois l'argent emprunté, nous avions réussi à obtenir un capital de départ, nous nous sommes lancés. Moi, j'ai loué un petit espace pour ma boutique, j'ai acheté un stock initial de vêtements, elle s'est procuré du matériel de pâtisserie, un four d'occasion, des ustensiles, et a commencé ses premiers tests dans la cuisine de sa tante, avant d'obtenir assez d'argent pour louer un atelier. Nous étions toutes les deux confiantes, heureuses, de nous lancer dans la grande aventure du commerce. Au début, tout se passait raisonnablement bien pour moi. Je vendais quelques vêtements, je rencontrais des clientes, je souriais, j'essayais de me constituer une petite réputation. Mais du côté de mon amie, son succès grandissait à toute allure. Très vite, elle a reçu des commandes pour des mariages, des anniversaires, des réceptions diverses. Elle excellait dans la décoration de gâteaux, dans la préparation de petits fours, elle soignait le moindre détail. Les gens, conquis, la recommandaient à leurs proches. Sa réputation montait en flèche. Tandis que moi, je restais dans une relative stagnation, vendant quelques articles sans que ça ne décolle vraiment. Peu à peu, je me suis rendu compte qu'elle faisait énormément de bénéfices. Elle remboursait déjà le prêt en avance, elle n'avait plus vraiment besoin d'emprunter. Son atelier grossissait. Elle a embauché 2 jeunes filles pour l'aider au fourner, et pendant ce temps, moi, j'avais toutes les peines du monde à écouler mon stock dans la boutique. Les clientes ne se bousculaient pas. Je peinais à rembourser les échéances du prêt. Je commençais à emprunter de nouveau à droite et à gauche, et quand je m'adressais à mon amie, elle me dépannait parfois sans faire de manière. Je me sentais humiliée de lui devoir de l'argent, alors qu'on avait contracté le même emprunt initial. Je la voyais acheter un congélateur plus grand, puis un réfrigérateur professionnel, agrandir son atelier avec la vente de boissons rafraîchissantes, et même obtenir un contrat avec un supermarché local pour distribuer ses produits. J'étais fière d'elle, au début. Puis un sentiment plus sombre s'est insinué, la jalousie. Je me disais, pourquoi elle, et pas moi? Est-ce qu'elle utilise une sorte de fétiche ou de magie pour attirer les clients? J'ai commencé à l'interroger. Comment fais-tu pour avoir autant de commandes? As-tu un secret, un produit spécial? Tu ne me caches rien, j'espère? Elle riait, me répondant, non, je n'utilise rien de particulier, je travaille juste beaucoup, je me lève tôt, je soigne la présentation, c'est peut-être la grâce de Dieu. Mais je n'arrivais pas à croire qu'elle n'ait pas un atout caché. Chaque jour, je m'enfonçais dans l'amertume, me comparant à elle, trouvant injuste qu'elle réussisse si facilement. Un jour, une idée empoisonnée a germé dans mon esprit. Si elle rencontrait un problème majeur, peut-être qu'elle retomberait à mon niveau, et je pourrais enfin la surpasser, ou au moins la rejoindre. Au début, j'ai voulu détruire sa réputation, alors j'ai comploté avec une cliente fictive. J'ai demandé à quelqu'un d'acheter un gâteau chez mon ami, puis de faire circuler des rumeurs sur la mauvaise qualité du produit. J'espérais que ça refroidirait sa clientèle. Malheureusement pour moi, ça n'a rien changé ou presque. Elle s'est excusée, a dédommagé la cliente mécontente, et son carnet de commandes est resté plein. Cette première manœuvre ayant échoué, j'ai eu recours à un stratagème encore plus vicieux. J'ai raconté à certaines personnes que mon ami ajoutait des ingrédients mystiques dans ses pâtisseries pour rendre ses clients accros. J'espérais la discréditer, inciter des gens à se méfier. Mais là encore, elle a vite démenti, a continué de rassurer ses clients, et la rumeur n'a pas pris suffisamment d'ampleur. Son succès restait intact. Je la voyais accumuler de plus en plus de matériel professionnel, ouvrir même une petite boutique pour exposer des gâteaux et des viennoiseries. J'en étais malade de rage. C'est alors que j'ai opté pour une destruction matérielle. Un soir, je me suis introduite
où j'ai fait introduire quelqu'un, je préfère ne pas donner les détails exacts, dans son local de production pour y mettre le feu. J'ai acheté de l'essence, j'ai tout dispersé dans l'atelier et j'ai craqué une allumette. Les flammes se sont répandues, ravageant son four, ses machines, ses stocks de farine, de sucre. J'ai fui, paniqué, le cœur battant. Et si quelqu'un m'a vu, dans ma tête, je me disais que c'était nécessaire, que je ne pouvais plus supporter son insolente réussite. Le lendemain, j'ai faim de découvrir l'incendie. Je me suis rendue sur place, faisant semblant de compatir. Mon amie, en larmes, me racontait qu'elle avait tout perdu, qu'elle ne savait pas comment se relever. Mais pour la première fois, elle n'était pas abattue. Elle semblait sous le choc, humiliée, désemparée. Je me disais, c'est bon, elle va enfin voir ce que ça fait de tout perdre. Elle va redevenir à mon niveau. Toutefois, j'ai remarqué qu'elle avait fait des emprunts pour acheter son matériel, donc cet incendie la ruinait. J'étais presque soulagée, comme si je respirais un air de vengeance. En réalité, l'impact sur elle a été si violent qu'elle a fait un accident vasculaire cérébral, AVC, autrement dit une crise. Je ne m'attendais pas à un tel drame. Lorsqu'elle a appris que, non seulement elle perdait son magasin, mais qu'elle était probablement insolvable, son corps n'a pas supporté. Elle s'est écroulée, paralysée d'un côté. Paniquée, j'ai accompagné sa famille pour l'emmener à l'hôpital. Et là, en la voyant, visage déformé, incapable de parler correctement, j'ai éprouvé un immense regret. L'ampleur de ma haine me semblait monstrueuse. Je m'en voulais d'avoir attaqué son local. Les médecins nous ont expliqué que son état était grave, qu'elle risquait de rester handicapée. Pendant plusieurs semaines, elle est restée dans un lit d'hôpital, incapable de se mouvoir correctement. J'étais là, déchirée, tentant de l'assister, de financer les soins. Et oui, j'ai puisé dans l'argent que j'avais moi-même volé dans son compte bancaire. Car, dans le processus, je m'étais approprié la carte de crédit que j'avais un jour trouvée, j'avais réussi à deviner son code. J'avais pris près de 5 millions de francs CFA sur son compte, persuadé que ça freinerait son essor. Non seulement je l'avais ruiné par l'incendie, mais je lui avais aussi soutiré ses économies. À l'hôpital, elle paraissait lutter pour survivre, et moi je brûlais intérieurement de culpabilité. Je me suis mise à prier, disant « Mon Dieu, je ne voulais pas la tuer, seulement la ramener à mon niveau. Pardon, fais qu'elle s'en sorte. » Malheureusement, après 2 longs mois d'hospitalisation, mon amie a succombé à des complications de son A5C. Je me suis écroulée en apprenant son décès. Tout se mélangeait en moi. La haine initiale qui m'avait poussée à la détruire, le regret atroce de l'avoir menée à la mort, la conscience du mal irréparable que j'avais fait. J'ai assisté à ses funérailles, j'étais prostrée, figée, ne sachant que dire à sa famille. J'ai remis à ses parents une petite somme, 500 000 francs CFA, pour les aider dans les frais d'enterrement. C'était dérisoire en comparaison des 5 millions que j'avais pris à leur fille. Je me suis dit quand je me remettrai sur pied, je leur donnerai davantage. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas eu l'occasion d'améliorer leur sort, ni le mien. J'ai essayé de relancer ma propre boutique avec l'argent qu'il me restait, mais la culpabilité me minait. Mon sommeil était hanté par son image, je me réveillais en sueur, j'avais l'impression de la voir me fixer, silencieuse. Après quelques semaines, alors que je pensais avoir tout vu, mon corps a commencé à développer des éruptions cutanées, des furoncles un peu partout. Je suis allée en consultation, on m'a parlé d'infections, de parasites, rien de concluant. Les médecins n'arrivaient pas à expliquer pourquoi ça se multipliait, pourquoi j'avais sans cesse de nouvelles plaques douloureuses, suppurantes. J'ai dépensé l'argent volé restant en traitement, médicaments, onguents. Rien ne marchait vraiment. Certains docteurs m'ont prescrit des antidouleurs. D'autres me renvoyaient à des analyses plus poussées, évoquant peut-être un problème immunitaire. J'ai fini par me tourner vers un guérisseur traditionnel. Il m'a donné des tisanes, des lotions à appliquer, m'a dit de ne plus boire d'eau normale, seulement ces décoctions 3 fois par jour, de me laver avec elles. Le coût était astronomique, et j'ai vu fondre comme neige les quelques billets que j'avais encore. Pire, le guérisseur n'a fait qu'atténuer la douleur. Les furoncles revenaient sans cesse, me laissant parfois des cicatrices horribles. Je ne pouvais plus sortir de chez moi sans croiser des regards inquiets. De plus, mon moral s'effondrait. Je ne voyais plus comment maintenir mon commerce, je n'avais plus la force de gérer ma boutique, et je l'ai peu à peu laissé péricliter. Comme si cela ne suffisait pas, un beau jour, la mairie de ma ville a entrepris de détruire tous les petits magasins qui occupaient le trottoir d'une avenue, dont le mien. Normalement, j'aurais dû être prévenue, mais je ne sortais plus de chez moi, recluse, honteuse de mon apparence. Je n'ai donc pas lu les avis d'expulsion et de démolition. Quand j'ai enfin pris mon courage à 2 mains pour aller à la boutique, j'ai découvert le bâtiment démoli, et mes marchandises emportées ou détruites par les bulldozers. Je suis restée là, choquée, me disant qu'en l'espace de quelques mois j'avais tout perdu. La santé, l'argent, l'ami que j'aimais et que j'avais moi-même détruite. Aujourd'hui je vis dans un état lamentable. Je ne sais pas si c'est un retour de karma, si c'est la rancune de mon ami disparu, ou si tout cela n'est qu'une suite de malheurs logiques. Mais je regrette chaque jour. Je regrette d'avoir laissé la jalousie me consumer. Regrette d'avoir voulu ruiner la vie de celle qui me faisait confiance. Je regrette surtout de l'avoir conduite à la mort.
Je ne voulais pas en arriver là, je voulais seulement lui faire perdre un peu de sa superbe. Finalement, j'ai détruit une vie et la mienne en parallèle. Je poste ce témoignage anonymement, en espérant que quelqu'un, quelque part, puisse me conseiller. Faut-il que j'aille confesser mon crime aux autorités, à sa famille? Dois-je me tourner vers un guide spirituel? Implorer un pardon divin? Y a-t-il un remède à mes maux physiques incessants? Ou est-ce un châtiment que rien ne pourra lever? Je n'en sais rien. J'ai commis un acte abject, je le sais, mais je ne souhaite à personne d'en arriver là. Si vous m'écoutez, je vous en supplie, ne laissez jamais la jalousie vous dévorer. Les conséquences sont imprévisibles, et vous risquez de perdre le peu que vous avez. Le succès de quelqu'un d'autre ne doit pas être perçu comme un danger pour vous. Vous pouvez apprendre, vous inspirer, ou attendre patiemment votre heure. Moi, j'ai voulu forcer la chance en abattant mon ami, et le sort s'est retourné contre moi de la pire façon qui soit. Je n'ai plus rien, plus personne, je suis isolé. Ma santé est en lambeaux, mes ressources financières épuisées. Chaque jour, je revis le moment où j'ai mis le feu à son local, entendant ses hurlements quand elle a appris la nouvelle. Je revis la scène de l'hôpital, où elle était paralysée sur un lit, incapable de se défendre, mourant à petit feu. Je me sens meurtrière, et mon corps me le fait payer, semble-t-il, par ses furoncles, ses ulcérations. Tout acte a un prix, et je le paie. Alors voilà, j'espère que ce témoignage servira de leçon. Je ne cherche pas la pitié, car je sais que mes actes sont impardonnables. Mais si une personne, un seul lecteur, s'arrête avant de nuire à autrui par jalousie, alors je n'aurai pas souffert pour rien. Je prie pour que l'âme de mon ami repose en paix, malgré ma trahison. Et je demande à toute personne qui aurait un conseil, un itinéraire vers la rédemption, un chemin de guérison, de bien vouloir me l'indiquer. Je n'ai plus rien à perdre.